Eh bien, le Phénix a donc le grand plaisir d'inviter ce soir Sonia Wider-Atherton et ses deux amis et complices Sarah Yankou et Mathieu Lejeune pour cette rencontre en préparation au concert qui se déroulera demain en grande salle. Alors c'est plus qu'un concert, on va le voir, c'est quelque chose qui se veut comme un spectacle tout à fait complet. Et je voudrais dans un premier temps, peut-être avant de l'aborder, rappeler la personnalité de Sonia Wider-Atherton, qui est une des très grandes violoncellistes d'aujourd'hui, qui a une carrière qui l'a menée à la fois, bien sûr, à jouer en soliste avec des grands orchestres, je ne vais pas les citer là, voilà, elle a simplement cette carrière-là de soliste avec orchestre. Elle l'a joué régulièrement avec nombre de très grands pianistes également, de violonistes. Et puis, autre aspect tout à fait important, de nombreux compositeurs ont écrit pour elle. Ce qui est toujours le signe de l'intérêt d'un interprète pour la musique vivante, pour la création, pour la musique de son temps, ce qu'on appelle la musique contemporaine. Et donc on peut citer, là pour le coup, que ce soit Pascal Dussapin, Georges Apergis, Wolfgang Grimm, entre autres. Voilà. Et donc, elle a été invitée à interpréter ses projets aussi. Au-delà de cet aspect-là, elle a de plus en plus défini des projets qui lui tenaient à cœur, c'est-à-dire où elle, en toute liberté, elle pouvait définir ses désirs, ses envies, et c'est la manière soit de mettre en relation des choses parfois qui n'étaient pas si évidentes que ça, et je crois que c'est un peu le cas là, en l'occurrence dans le programme de demain. Et puis, à côté de ça, des thèmes plus centrés, je pense notamment au thème sur la musique d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, autour du thème de la Mitteleuropa, avec cette culture particulière qu'elle a véhiculée de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe. Je pense aussi au travail que vous avez fait et au CD que vous avez laissé sur les chants juifs, qui met en perspective aussi bien des chants traditionnels juifs que des chants juifs écrits par de très grands compositeurs et même des compositeurs non juifs. On pense toujours évidemment aux mélodies hébraïques de Ravel, qui a écrit là des choses absolument magnifiques, comme il écrivait des chants arabes qui l'intéressaient beaucoup également. Donc, dans le cadre de ces projets, Sonia Wider-Atherton a eu le souhait ou ressenti, en tout cas, et c'est ce dont elle va nous parler, à la fois d'aller puiser un ancrage, je dirais, dans la figure essentiel dans l'histoire de la musique qu'est Monteverdi, et en même temps de le mettre en perspective avec les compositeurs d'aujourd'hui, vivants ou parfois morts depuis peu, puisque Giacinto Chelsea, qu'elle va mettre en relation avec Monteverdi, est un compositeur d'origine italienne, lui aussi d'ailleurs, qui est né en 1905 et mort en 1988, qui donc a traversé le XXe siècle, a une figure tout à fait particulière, un peu mystérieuse, parce que c'est quelqu'un dont on n'a presque pas de photos, qui est resté méconnu très longtemps, qui n'a été vraiment redécouvert par le public européen que tardivement. Et finalement, sa musique a eu une influence considérable à partir des années 1970. Et déjà, une première idée qui me vient toujours dans le fait que, entre le renouveau de la musique baroque, dont Monteverdi est l'une des figures fondatrices, et puis l'intérêt renouvelé pour la musique contemporaine et la création, il me semble qu'il y a toujours deux courants qui ont été de pair dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, est-ce que pour vous, vous l'avez vécu de cette manière ou non? Ça peut être un des aspects, une des manières de s'interroger là-dessus. Mais je dirais que en première question, on pourrait en revenir à ces personnalités, Monteverdi, Chelsea. Monteverdi, dont je rappelle également les dates, il est né en 1567, et mort en 1643. Donc vous voyez qu'il y a 4 siècles qui séparent Monteverdi et Chelsea. Donc comment s'est fait le rapprochement, on pourrait dire? Ça a commencé il y a longtemps, parce que je voulais réunir des pièces du XXe siècle pour violoncelle seul, qui étaient des pièces que j'ai beaucoup jouées, qui sont sublimes. Il s'agit toujours de Dutilleux, Dussapin, Berriot, Courtag. Et je cherchais un compositeur, ou pas forcément d'ailleurs un compositeur, mais un univers qui pourrait presque, je dirais, les prendre dans ses bras. C'est-à-dire que je ne voulais pas mettre à la suite comme ça ces pièces qui avaient toutes des points communs, à mon avis. Mais voilà, je voulais presque comme leur offrir un endroit
de sons et d'harmonies dans lesquels elles évolueraient et qui les colorerait selon la promenade. Et là, j'ai commencé à écouter beaucoup de choses et j'ai écouté et découvert, parce que je ne connaissais pas très bien Monteverdi. Et tout d'un coup, ça m'a paru évident que Monteverdi était ce lien extraordinaire avec ses compositeurs. Alors j'ai fait ce programme qui s'appelle Au commencement Monteverdi. Et puis, quelques années plus tard, j'ai découvert la trilogie de Chelsea. Et la trilogie de Chelsea, c'est une œuvre assez extraordinaire qui est donc comme le récit d'une vie par ce Giacinto Chelsea. Donc je vais dire quelques mots. C'était un comte italien qui a commencé comme un compositeur très joué, reconnu, et puis il s'est mis un peu à l'écart. Il a été attiré par plein de civilisations différentes, il a beaucoup voyagé, il a refusé un certain milieu de la musique contemporaine dont il ne voulait pas faire partie. Et il a travaillé l'improvisation, même il recherchait l'état d'extase en improvisant. Il s'est enregistré avec un appareil qui s'appelait l'Ondolino, qui était l'ancêtre de l'ordinateur. Et puis il s'enregistrait pendant des heures, et puis il choisissait des bouts qu'il trouvait très forts. Et là, il travaillait avec des jeunes compositeurs auxquels il demandait de retranscrire ce qu'ils avaient entendu de ces compositions nocturnes dans des états... disons, pas dans l'état où on est tous, par exemple, aujourd'hui. Voilà, des états modifiés de conscience. Voilà. Et donc, ces personnes travaillaient la réécriture, et Chelsea, après, avec eux, retravaillait la partition. Donc déjà, quand on se trouve devant la partition de Chelsea, il faut savoir ça. Et puis, lui était fasciné par le son, mais le son, l'essence du son, c'est-à-dire que le son qui peut... vous traversez, vous donnez de l'énergie, vous heurtez, c'était pas juste, c'est pas un son décoratif qui l'intéresse, pas un son à effet, c'est vraiment l'essence du son comme vecteur de vie. Et il a beaucoup travaillé dans cette direction. Il a écrit des choses pour voix, en particulier, très très éthérées, très religieuses, que vous devez connaître. Et il a écrit cette trilogie qui est en 3 grandes parties, donc jeunesse, adolescence, maturité, vieillesse. Et l'adolescence, c'est vraiment la révolte de l'adolescence. C'est l'essence, je ne sais pas, il y en a certainement qui doivent avoir des enfants adolescents ou qui en ont eu. C'est vraiment le moment de tous les risques, de la mise en péril. Et ça, on sent que Chelsea, il a cherché à exprimer ça. Enfin, moi, je le sens comme ça, dans son œuvre. Et puis, il termine par Yogur, qui est donc le ralentissement de la vieillesse. Comme si les gestes étaient ralentis, presque décomposés, tout en étant extrêmement lucide. C'est une pièce assez extraordinaire sur la vieillesse qu'il a réussi à écrire avec un violoncelle qui demande complètement désaccordé. Et donc, me voilà devant cette trilogie de Chelsea, que j'ai appris petit à petit, en disons 1 an, et je me suis dit, mais c'est encore Monteverdi qui doit être là. Parce que Monteverdi, c'était encore plus évident que dans le premier projet, parce que s'il y a une chose qui intéressait et passionnait Monteverdi, c'est bien l'être humain. Ses contradictions, ses histoires de vie, d'amour, de peine, il a quand même ouvert la route à l'opéra, Monteverdi. Il a complètement fait exploser la forme du madrigal, parce que beaucoup de compositeurs écrivaient des madrigaux, mais lui, il les a étirés jusqu'à des formes, il en faisait des livres, et puis il y avait des histoires entières, et des guerres, et des amours, et il cherchait à exprimer dans la musique qu'est-ce qu'était le cri qu'on poussait quand on partait au combat. Donc vous voyez déjà le parallèle avec Chelsea. Qu'est-ce qui se passe dans le son quand un être humain est empli par une émotion ou un désir de vivre quelque chose. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les écrits de Monteverdi, que j'ai fini par trouver parce qu'ils sont épuisés, que j'ai trouvé dans une bibliothèque, il dit, je cherche, il y a quelques-unes de ces palettes humaines qui existent déjà dans la musique, mais il y en a certaines qui n'existent pas, et je voudrais arriver à l'exprimer. Et la clarté avec laquelle il le dit, et il dit, je vais essayer
mais il dit soyez indulgents, alors avec un style très, parce qu'il écrit à la cour et il est évidemment, il doit le respect à ces gens qui lui permettent d'écrire et qui le payent. Il dit soyez très indulgents avec moi parce que, je le dis avec mes mots, il le dit d'une manière très comme ça, mais en gros ça veut dire répéter ce qui est déjà fait est facile alors qu'inventer est très difficile, donc soyez indulgents. Donc on voit déjà à quel point Monteverdi fait exploser sa place, enfin il fait exploser la notion de siècle. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec une vie par Chelsea, une vie par Monteverdi. Et donc j'ai construit le programme comme ça. D'accord. Avec en même temps une dimension un peu théâtrale. Alors ça c'est autre chose. Après c'est comment avec Sarah Yankou et Mathieu Lejeune, comment avec lesquels je travaille depuis longtemps et c'est extrêmement important dans l'histoire parce que qui dit transcription, c'est pas simplement à la table. Bon, il y a déjà ça. Il y a quelle voix on va choisir, comment, quelle ligne de basse on va prendre, quelle octave. Enfin, tout ça sont des questions qui se posent. Mais après, il y a ce qui est presque, je dirais, encore plus riche et difficile que ce moment-là, c'est vraiment le jeu. Et le jeu, c'est la recherche de couleurs, de phrasés, de rapport entre la main gauche et la main droite, de chercher le souffle dans le son à certains moments. Qu'est-ce que c'est, par exemple, vocalement, quand les chanteurs restent sur une syllabe? Ils restent sur un ah, comme ça, avec ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors ça, c'est des heures de recherche. Et ça fait trouver des choses dans l'archet assez extraordinaires. Donc ça, on a fait ce travail tous les trois. Et voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Parce qu'il y avait la question de la théâtralité, mais la question aussi de ce que... Voilà, et donc, oui, c'est ça, merci. Donc, on arrive avec ce projet qui existe. Après, il y a le moment du concert où on va le donner sur scène. Donc, moi, je continue mon petit voyage dans ma tête et je me dis, mais cette histoire-là, comment est-ce qu'on va la mettre en scène? Et être trois sur une scène, c'est, voilà, à quelle distance, comment, qu'est-ce qu'il y a derrière nous, quelle lumière, voilà, tout ça me passionne et je pense que ça fait partie de l'écoute. L'œil et l'oreille, c'est intimement mêlé. Et c'est comme ça qu'est née, après des jours de travail, cette idée de trois très hauts cadres de fenêtres. Et on est tous les trois devant une de ces fenêtres, ce qui permet des changements de couleur et d'atmosphère selon les morceaux qui sont joués. Mais on reste quand même avec la force de la chose, c'est vraiment trois interprètes qui jouent. Mais souvent, c'est ce qui est le plus simple qui est le plus difficile. Parce que plein d'effets et tout ça, c'est plus facile. Oui. Là, plein l'oreille. Pour qu'il y ait vraiment cette présence et la sensation du rapport qu'il y a entre nous trois, des changements d'univers, en même temps leur lien assez étonnant, tout ça c'est difficile en fait à trouver. Donc c'est un travail passionnant. Effectivement, dans la ténuité de ce qui est proche du silence aussi, enfin, de ce qui est dans Monteverdi, il y a certaines pièces, Orchestre et la Terra, qui jouent justement sur des choses extrêmement délicates, comme ça, très fragiles. Et je repense à ce que vous évoquiez par rapport à Monteverdi et aux différents styles, c'est les fameux styles doux, tempérés et concitato. Il a inventé le style concitato qui consistait à pouvoir, et là il s'appuyait sur Platon, il s'appuyait sur les philosophes grecs en disant nous voyons, nous humanistes de la Renaissance, que la musique du Moyen-Âge n'avait développé que deux styles, le style doux et le style tempéré, qui dépeint les êtres humains dans un état affectif tout à fait neutre, moyen, très classique, très organisé, très symétrique. Il n'y a rien qui sort de trop violent là-dedans. Or, les personnages d'opéra, et au moment où on cherche à mettre en avant justement les figures d'opéra et à faire inventer le genre d'opéra, en croyant d'ailleurs réinventer la tragédie grecque au passage, là aussi, du coup, amène à reconsidérer les textes des anciens et à voir qu'il est question de ces musiques qui avaient un impact si fort qu'un chevalier ou qu'un noble, en entendant telle musique, pouvait sortir son épée et avoir envie de se battre. Donc le projet monteverdien, c'est de dire comment est-ce que je peux faire pour que dans la salle, le public se mette à sortir son épée et à réagir comme ça. Et donc, il invente ce style concitato
qui consiste à décrire les bruits de guerre et de fureur. Et la base de ce style, c'est tout simplement les trémolos. C'est-à-dire une voileur ronde, une longue, une ronde, qui va être divisée en 16 doubles croches avec force coups d'archette, qui vont créer une excitation qui nous est devenue totalement naturelle, je dirais, qui fait absolument partie du langage musical par la suite, mais qui à l'époque a été une véritable révolution, bien sûr. Et puis la liberté de discours aussi. Absolument. Demander au chanteur, lui dire qu'il peut accélérer tant qu'il veut, mais il le dit très très précisément. Ralentir, sans battu, il dit surtout le début un des madrigaux qu'on va jouer, qui s'appelle Angioletta, il demande expressément que ce soit sans battu. Libre. Qu'elle peut dire, dur, à liberté. Absolument, absolument. Qui est basé sur la libre déclamation de la parole, donc des affects que va pouvoir... Mais je pense que lui, Monteverdi, ce qui est émouvant chez lui, c'est qu'il sentait que c'était pas du... Enfin, bien sûr, par rapport au théâtre, mais il sentait que c'était en chacun de nous. C'est ça, il a un rapport direct avec les êtres humains, et c'est ça qu'on sent dans sa musique, et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit à n'importe qui Monteverdi, il y a un truc d'amour, et c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Tout à fait, et c'est vrai que tous ces textes écrits abondent dans ce sens, c'est-à-dire que la musique ne peut pas décrire les effets extérieurs ou les tempêtes ou des choses comme ça, ou si tempête elle décrit, ce sera la tempête vécue intérieurement par un personnage, et pas de manière seulement métaphorique. Donc il y a effectivement cette dimension humaine, et là je comprends déjà mieux le rapprochement avec Chelsea par rapport à la quête de l'un et de l'autre, qui est une quête à la fois de l'humain, une quête du dramatique, une quête de l'expression, de choses qui finalement sont enfouies en lettres, et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, le plus dur c'est de créer. Et de ce point de vue-là, Monteverdi a créé quelque chose, un moyen d'expression qui n'existait pas avant lui, et d'une certaine manière, on peut en dire autant de Chelsea. Ah, on peut le dire totalement de Chelsea, oui. Mais après, voilà, ce sont des choses qui sont très subjectives. C'est-à-dire que moi, je raconte l'histoire d'une certaine manière. D'abord, ça aurait pu ne pas marcher, parce qu'on peut aussi parler des mêmes choses et pas du tout s'entendre. Et c'est une manière de mettre en scène les choses. Et c'est pas... Ça n'a rien de didactique, voilà. Ça ne doit pas forcément être comme ça. Mais demain, ce sera comme ça. Et du coup, Angioletta, qui est un des personnages, un angelot, une angelotte qui est définie dans le madrigal de Monteverdi, vous l'avez mis en relation avec une figure d'ange telle qu'elle apparaît dans la musique de Chelsea, ce qui vous permet de tenir un fil et de... Pas vraiment. En fait, je me suis rendu compte, après qu'on l'ait beaucoup travaillé et que j'ai entendu les choses enchaînées avec la trilogie de Chelsea, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était comme si j'avais voulu raconter une vie, mais un peu comme... il y a deux exemples qui me viennent en tête, c'est soit Orlando de Virginia Woolf qui traverse les époques, les sexes, selon les moments, ou bien 100 ans de solitude. Comme ça, il y a des personnages que vous retrouvez au XIIe siècle, au XXe siècle, de nouveau au XIVe. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire plutôt que de voir deux vies parallèles, c'est une vie. Et en fait, dans le livret du disque, j'en suis venue à écrire une histoire, très inspirée bien sûr des mots des madrigaux, d'une personne. Et donc ça commence par un Monteverdi. Et alors j'imagine, encore une fois inspirée par les mots de ce madrigal, que c'est une jeune femme qui va dire un amour pour une personne, on ne sait pas qui, et que le fait de le dire, enfin de l'écrire, elle écrit une lettre, ça c'est dans le texte, va la mettre à nu. Et c'est cette fragilité en fait, de révéler quelque chose qu'elle tenait secret, c'est cet état-là que Monteverdi décrit. Voilà, et après, Angioletta, elle grandit, et puis il lui arrive des choses, et puis ensuite c'est l'adolescence. Alors c'est Angel qui se débat dans l'adolescence, et puis ensuite il y a la découverte de l'autre. Enfin, voilà, après c'est tout un voyage qui arrive à la vieillesse et au moment de l'éternité, enfin la sensation de se réconcilier avec une idée d'éternité. Voilà.
qui va de Chelsea à Monteverdi, où on finit par la mort de Chlorinde. D'accord, oui. Donc, du 8e livre de Monteverdi, parce que de Monteverdi, ce sont des œuvres essentiellement tirées de la fin de sa vie, justement d'une période un peu crépusculaire. C'est-à-dire au soir de sa vie, il donne des fruits parmi les plus aboutis et les plus beaux. Et je n'avais pas la date de la trilogie de Chelsea. Je ne sais pas si c'est une œuvre tardive aussi. Elle date d'il y a à peu près 50 ans. Oui, d'accord. Ok. Donc peut-être que maintenant on pourrait jouer qu'est-ce que vous pensez? Le morceau là? Oui, absolument. Parce que, alors donc juste pour dire 2 mots sur ce premier air, donc la lettre amoureuse, dans la transcription, vous allez voir que Sarah et Mathieu tiennent des notes qui font comme je ne sais pas dans quel sens vous le dessinez, comme ça ou comme ça? Comme ça. Oui, comme ça. Donc, il y a Mathieu et Sarah, musicalement, c'est-à-dire les hauteurs, qui vont comme ça. Et au milieu, c'est-à-dire que moi je joue plus bas que Mathieu. Quoi? C'est moi qui suis au-dessus. Ah ouais, comme ça. Voilà. Et au milieu, moi disons que je chante, quoi. Et donc là, l'idée de la transcription, c'est de passer une voix, au lieu qu'il y ait 2 voix en bas et la voix qui chante au-dessus, j'ai passé une voix au-dessus, ce qui fait comme presque un écrin harmonique et de son, avec le son de velours qu'ils ont. Et au milieu, voilà, la chose est racontée. Ça, c'est pour cette transcription-là. Voilà. Donc on va en jouer un petit peu. Maintenant, la même Angioletta, quelques années plus tard, là, ça s'appelle Ardo, je brûle. Donc, on pourrait dire que elle va aussi révéler quelque chose, mais elle a déjà en elle la conscience de ce que ça peut provoquer chez l'autre. Donc, on est déjà quelques années plus tard. Parce qu'au départ, quand on est jeune, on n'en est peut-être pas là. On veut juste dire quelque chose et c'est déjà une telle aventure d'arriver à mettre un secret au grand jour. Là, c'est encore autre chose. C'est déjà le petit virus de « et l'autre, qu'est-ce qu'il risque de penser ?»
Et donc ça se met à brûler. Les mots la brûlent en fait. Pardon, Sarah. C'est des extraits qu'on vous joue. Enfin, voilà. Et pour finir Monteverdi, le madrigal qui porte le nom d'Angioletta. Donc là, elle erre, disons que c'est la préadolescence ou l'adolescence ou l'âge adulte selon, ça dépend. Elle est dans l'idée de la séduction, c'est-à-dire que elle tourne, elle se voit dans le regard des autres, elle séduit, et peut-être qu'elle se perd complètement de vue dans cette espèce de course effrénée vers l'idée de plaire. Et elle commence toute seule, et Monteverdi explique très clairement au début qu'elle est vraiment dans un état de perte. Et vous allez voir les sonorités que je trouve, moi, sont presque orientales dans ce début. Et puis après la course continue.
Voilà pour Monteverdi. Magnifique. Merci, très grand merci. Vous avez montré et fait sentir effectivement ce que Monteverdi pouvait amener dans la peinture des passions et en quoi il inventait un langage véritablement nouveau. Qu'en est-il de Chelsea? Comment on pourrait le mettre en parallèle? Et quand vous en parliez, qu'est-ce qu'il a inventé de nouveau de ce point de vue-là? Comment on pourrait définir? Alors, il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sa manière d'écrire. Moi, je dirais que Chelsea, il repousse les limites de ce qui est dit possible au violoncelle. Et avec une imagination sonore, encore une fois, extraordinaire. Il y a une immense force rythmique, et ça fait partie de ces partitions, mais peut-être Mathieu et Sarah veulent en parler, mais aussi de votre expérience de la musique contemporaine, mais il y a des compositeurs dont on sent qu'ils ont écrit quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est tellement pas lié à l'interprète qu'il y a un espèce de précipice dans lequel, disons que la rencontre tombe. C'est-à-dire que le compositeur va rester là et l'interprète là, et on dit oui, bon, mais c'est vraiment... On ne sent pas qu'il vous tient la main, comme dans le film d'Hitchcock où il a la main de, je ne sais plus quel acteur, elle va tomber, il la tient. Et là, Chelsea, même les moments les plus difficiles que j'ai passés en me disant non mais c'est vraiment trop difficile, j'y arriverai pas, hop, il y avait sa main parce que c'était le lendemain j'allais trouver quelque chose et je me disais mais non mais vraiment quand ça marche c'est tellement incroyable. Et voilà, peut-être vous voulez en parler vous de... Bon, d'accord. Non? C'est vrai que dans l'écriture contemporaine, ça pousse un peu plus les limites techniques, instrumentales que dans les autres. En termes de mode de jeu, déjà, de vous mode voulez de dire, jeu, puisque, des fois de recherche de son, de difficultés techniques nouvelles, mais quand la musique est là et belle. Quand c'est très exigeant, mais qu'on sent qu'il y a une âme derrière, on Oui. est prêt à, comme tu dis, à surmonter. Avec une intention poétique qui explicite le fait qu'il y ait des difficultés techniques, quoi, que ce soit pas. Il est vrai qu'il y a certains compositeurs qui ont travaillé dans l'hypercomplexité. Oui, et on sent que voilà. En fait, on n'est pas là dans son histoire. On n'existe pas beaucoup. Oui. On doit appliquer quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si la comparaison est claire pour vous. Moi, je me souviens toujours de cette anecdote, enfin qui est plus qu'une anecdote, je crois, concernant Chelsea, qui dans les années 40 avait traversé une crise personnelle très grave, qui entrait peut-être en phase avec une crise historique aussi, enfin il y a plein de facteurs. Et lui qui avait été élève d'un élève de Schoenberg, donc avait fait de la musique sérielle extrêmement élaborée, très construite, avait finalement fini par s'en rendre malade d'une certaine manière, et c'était soigné à la fois par quête d'une spiritualité voilà, que l'Occident ne proposait pas forcément à ce moment-là, et aussi en jouant, si je me souviens bien, un la bémol au piano, voilà, comme note répétée, obstinée, et en rentrant dans cette note, il rentrait dans l'écoute du son de manière quasi mystique. C'est-à-dire c'était effectivement ce que le son véhiculait en lui-même qui l'intéressait, et cela débouche sur des pièces qui sont restées absolument célèbres de ce compositeur, c'est les Trois pezzi su una notte, où il a écrit pour des effectifs orchestraux variés 3 pièces qui sont basées pratiquement sur une seule et même note. Voilà.
mais simplement ce sont les timbres, des infimes variations microtonales, des toutes petites choses, une animation rythmique qui fait qu'on a l'impression de pénétrer à l'intérieur du son. Donc c'est vraiment cette idée de partir de la matière même du son comme moyen de créer et d'engendrer finalement un processus dramatique ou quelque chose qui va avoir une force poétique renouvelée. Alors dans la trilogie, qui est très très active, il a inventé et demandé qu'on se débrouille pour avoir une sourdine métallique. Une sourdine métallique que je vais vous montrer, qui est là. Et qui donc est un... Alors ça c'est un Allemand qui a inventé selon les indications de Chelsea. Donc c'est une sourdine, normalement c'est un petit morceau de bois ou de plastique qu'on met sur le chevalet. Je ne sais pas si tu en as une. Ah, voilà. Voilà. Et le fait de pincer un petit peu le chevalet rend le son un petit peu plus, disons, nasal et qui porte moins. Ça c'est autre chose. C'est quelque chose qui est placé par cette petite invention sur le chevalet, là. Et donc ça, c'est du côté des cordes où je joue, où l'archet passe juste à côté. Donc ça fait vibrer la corde, donc ça se secoue sur les cordes, et ça fait en fait une sorte de distorsion, un peu comme la guitare électrique de Jimi Hendrix quand il a pété son ampli. Et en fait, c'est cette panne qui a donné à Jimi Hendrix l'idée de ce son qu'il a aimé. Moi, je dirais que cette sourdine joue un peu le rôle d'un son qui est dénaturé pour donner quelque chose de métallique et troublant. Donc, je vais la mettre. Et elle est demandée par Chelsea pour un des mouvements de la trilogie, qui est ni la vieillesse, ni la toute jeunesse. C'est entre les deux. Donc, un des problèmes, c'est que ça, c'est assez long à mettre et que je suis jamais sûre que je la mets bien. Voilà, donc. Voilà, donc là, elle est, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est posée. Voilà, elle est posée sur les cordes. Et donc, en conséquence, voilà. Ce que ça fait au son. Et plus elle est posée vraiment sur la corde, plus elle fait là la fin. Voilà, c'est presque comme un battement d'aile à certains moments. Donc ça, c'est une invention, par exemple, de Chelsea. Et son écriture est parfois classique et parfois... Voilà, c'est comme des grandes vagues de sons et il faut se débrouiller pour trouver un moyen, pour mettre la main là où il faut pour que ça marche, quoi. Et c'est des semaines et des semaines de travail. Voilà. Pour moi, je le trouve très proche de Apergis. Parce qu'Apergis aussi, il fait vraiment trouver des sons extraordinaires. Dans l'idée d'un théâtre musical incarné. Là, oui, sauf que là, je parle vraiment de ces pièces musicales. Il n'y a pas de théâtre. Ok. Dans l'extrême aigu, une sorte d'intensité, dans l'extrême aigu extraordinaire. Donc voilà en quoi je dirais que Chelsea a écrit une œuvre extraordinaire.
Et puis l'idée de cette trilogie qui dure 40 minutes, donc là je joue pas tout parce que d'un point de vue d'équilibre avec Monteverdi, ça ferait trop long. Et l'idée c'est donc de passer... Oh, excuse-moi ça. Donc voilà, dans le premier chapitre de la trilogie, je joue un mouvement, ensuite tout le deuxième chapitre et un mouvement du troisième chapitre. Voilà. Très bien. Bon, je crois que c'est très éclairant pour la compréhension du concert de demain. On peut peut-être terminer maintenant cette approche avec les questions que le public a. Vous savez, avec la musique, c'est la même chose que dans tout ce qui concerne l'être humain, c'est-à-dire un mouvement vers. Il n'y a jamais... On ne peut pas dire, bon, si on dit en ce moment c'est la fin de la peinture parce que l'art moderne est passé aux installations, donc c'est la fin de la peinture. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a tout d'un coup un peintre qui arrive et qui est plus extraordinaire que toutes les installations qu'on aura vues ces dernières années. Je parle de la vidéo et tout ça. Et je pense que dans l'écriture, il se peut qu'il y ait des moments de stagnation, ce qu'il y a eu, je pense, où on a été très loin dans une sorte de désincarnation, de choses très... peut-être très très mentales. Après, il y a des grands virements en arrière, il y a le néo, je ne sais pas quel mouvement, comment appeler... Adams et tout ça, comment on appelle le postmodernisme d'une manière générale, ou minimaliste. Oui, en même temps, c'est pas vraiment si, ça. Il est dans la lignée des minimalistes. Ou Arvo Part, voilà, tout d'un coup, voilà, une espèce de religiosité un peu... voilà, je ne vais pas la nommer, enfin un truc... Et puis tout d'un coup, voilà, il va y avoir un inventeur... qui va arriver et qui va retourner tout ça et on sera de nouveau là à dire, voilà, tout d'un coup, du coup, ça nous a amené à faire ci et ça. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'arrêt de ça. Simplement, c'est comme l'eau, un courant, il y a un barrage, et ben, l'eau, elle va trouver un moyen de faire, hop, comme ça. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que ça reste les mêmes instruments qu'il y a combien d'années 200, 300 ans. Voilà, alors ils évoluent par les cordes, ils évoluent, mais c'est génial de penser qu'il y a toute cette évolution de musique et que l'instrument reste là, ce même morceau de bois, et voilà, et qui croise des violoncelles plus récents. Mais non, je pense pas qu'un jour on va dire ah bah, sinon, c'est un peu comme si vous aviez dit on a tellement de fois entendu je t'aime que est-ce qu'un jour on pourra plus le dire? Non, moi, je crois pas. Moi, j'avais juste une question comme ça. Je me demandais, votre violoncelle, il est de quel facteur? C'est un Goffriller. Goffriller, ouais. D'accord. Bon. Très très il grand s'appelait facteur. Matteo Goffriller. C'est un des plus grands facteurs de violoncelle, en fait. Surnommé Gros Frileux. Il n'aime pas les changements de temps. Comme tous les instruments anciens. En tout cas, il a une qualité de son exceptionnelle. Et je pense qu'il supportera effectivement d'autres évolutions du langage au cours de ce XXIe siècle. C'est vrai que la question est pertinente et en même temps, on pourrait se dire, on se l'est posé sans doute à toute question. Je pense qu'à l'époque même de Monteverdi, on a dû dire, mais est-ce qu'on va pouvoir faire encore plus après ça? Et sans cesse, les siècles nous ont montré que oui, bien au contraire, parce que la sensibilité d'une époque, comme vous le disiez si bien, va trouver le chemin pour exprimer d'autres choses, des modes de jeu nouveaux, une approche renouvelée de l'instrument, que ce soit dans les modes de jeu qui ont joué un très grand rôle dans le XXe siècle, mais dans l'approche même du son, de la manière de conduire une phrase, de lui donner sens. Tout est ouvert, tout est possible. Et ce qui est très beau, c'est de penser que des œuvres anciennes, c'est pour ça qu'une certaine manière d'étudier la musique, par exemple baroque, m'attire et une autre manière ne m'attire pas. C'est-à-dire que ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces œuvres, elles évoluent aussi avec l'époque. Et c'est pour ça qu'elles sont géniales, c'est qu'elles traversent les époques et qu'elles prennent en elles, encore une fois, comme un cours d'eau qui ramasse et ramasse et ramasse. Et
c'est ça qui est beau dans ce chemin. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, par exemple, où Bach était joué de manière très, très romantique, mais c'était magnifique. Alors, évidemment, maintenant, on se dit, oh, il faut alléger, mais il supportait très bien ça. C'est-à-dire que Bach était dans l'époque où les interprètes l'ont chanté avec un lyrisme. Et... Bon, alors après, il y a des gens qui disent, oui, mais voilà, il faudrait étudier ce style-là. Et hop, tout d'un coup, on dégraisse tout ça, et Bach redevient très dansé. Maintenant, on peut dire que il n'y a plus tellement de... Enfin, ça peut devenir un Bach très, disons, sans chair souvent, mais très, très rapide, très, très dansé. Alors, hop, c'est l'effet exactement inverse. Et puis ensuite, voilà, il y a des gens qui vont s'inspirer de ça, qui vont en refaire. Et Bach, il vit là-dedans. C'est-à-dire qu'il le supporte, il le porte, il le suit. Et j'aimerais bien, moi, entendre comment on jouera les suites de Bach dans 100 ans. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'aime tellement la modernité, parce que la modernité, c'est aussi, ça colore votre rapport avec tout ce à quoi on touche. Et je pense que c'est vrai pour tout dans la vie, pas que pour nous, interprètes. C'est vrai pour la lecture, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai... Voilà, si vous voyez je sais pas moi, des couleurs très très vives de De Kooning, après, vous n'allez pas regarder, je sais pas, Rembrandt de la même manière, et c'est ça qui est beau. Absolument, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce contact tout le temps qu'il y a entre... Et je pense que de dire, voilà, il faut jouer comme c'était joué à l'époque, c'est une réduction. C'est très intéressant d'aller... C'est une démarche, mais qui n'est pas un but en soi, c'est vrai. Voilà, c'est important de le savoir, de l'étudier, de l'écouter, de l'imaginer, puis après... Voilà, enfin, c'est un grand sujet, mais... Vaste sujet sur la question de l'interprétation et de l'appropriation. La question de monsieur était vaste et intéressante. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Bien, merci de votre attention et puis donc rendez-vous demain en grande salle à 20h pour ce concert Vita, Monteverdi de Chelsea, avec Sonia Wider-Atherton, avec Mathieu Lejeune et Sarah Yankou. Voilà. Encore merci à vous. Merci.